Bienvenue au balado du Forum Jeunesse pan-canadien. Je suis Sue Duguay, présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, et j'ai le plaisir de te présenter cette série de conversations portant sur le thème de la diversité, thème sélectionné par les jeunes pour cette première édition virtuelle de l'événement. Chaque épisode sera l'occasion de s'entretenir avec un conférencier ou une conférencière du forum et de capturer les témoignages de celles et ceux qui ont assisté aux ateliers afin de te permettre à toi aussi de devenir allié de la diversité. Voici le thème abordé dans cet épisode: devenir allié de l'inclusion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à nos tables rondes de la FJCF. Je suis votre hôte, Mehdi Cayenne, et avec Magnéto, nous aimerions d'abord commencer en reconnaissant que cette émission a lieu sur les territoires non cédés de la nation Kanetehaga. Je suis très content qu'on continue ces discussions qui tournent autour de conférences qui ont eu lieu au sein de la FJCF, auxquelles on revient et qu'on décortique ensemble pour discuter des multiples échos, des résonances qu'auront eu ces conférences auprès de nos participantes, de nos participants, auprès de nos jeunes, mais aussi auprès des communautés desquelles ils et elles sont issus. Et donc, aujourd'hui, nous avons la chance de poursuivre sur un atelier sur l'inclusion, nommé Alliés de l'inclusion, qui a été donné avec Ryan Zahal, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Ryan Zahal, bonjour. Bonjour Mehdi, merci pour l'invitation. Ça me fait grandement plaisir que vous soyez ici avec nous. Tout l'honneur est pour nous, en fait. Donc, Ryan Zahal, vous êtes cofondatrice d'Inclusion Jeunesse et chargée de projet à la mission d'Haïti. Et vous êtes détentrice d'un baccalauréat en psychologie. Vous avez complété 3 années de doctorat en neuropsychologie avant de prendre une pause pour se rapprocher du travail de terrain. Et ce que je trouve absolument fascinant et qui semble entièrement de mise avec l'atelier et la conférence que vous avez présentée. Et donc, j'aimerais vous demander, pourriez-vous nous décrire un peu votre travail au sein de cet organisme dont vous êtes chargé de projet, c'est-à-dire la Maison d'Haïti, et pouvez-vous également nous parler de votre travail de cofondatrice d'Espace Jeunesse? En fait, j'ai de nouveaux projets en ce moment. Je ne travaille plus à la Maison d'Haïti. En ce moment, en fait, je suis en cours de reprise de mes études. Donc, je viens d'être nouvellement admise au doctorat en psychologie du travail et des organisations pour justement travailler davantage sur les enjeux d'équité et d'inclusion au sein des différents milieux de travail. Puis, je travaille en ce moment pour un organisme qui soutient les étudiants au doctorat et à la maîtrise dans la rédaction de leur thèse et leur mémoire. Et je suis justement chargée de projet pour les enjeux d'accès et d'inclusion parce qu'on se rend compte que c'est pas tout le monde qui a les mêmes opportunités, c'est pas tout le monde qui a accès aux bourses de la même façon, c'est pas tout le monde non plus qui se sent inclus puis qui développe un sentiment d'appartenance envers la communauté scientifique. Donc, on travaille beaucoup sur ces enjeux-là en ce moment. Puis avec Inclusion Jeunesse, on a vraiment réussi à aller chercher beaucoup de personnes, à faire résonner en fait plusieurs personnes qui sont tombées sur notre fascicule qu'on peut retrouver sur notre site internet, qui définit plusieurs termes, qui définit un peu le lexique de la lutte aux inégalités, de la lutte anti-oppressive, puis qui est comme un 101 de comment rendre nos organisations plus inclusives. Donc, c'est un petit peu à partir de ça que je me suis basée pour parler aux jeunes lors de l'atelier de la FJCP. Absolument, oui. Et j'étais très intéressé par le questionnaire que vous avez offert lors de la conférence, parce que dans le contexte de ce qu'on fait ici aujourd'hui, il y a la notion donc des participantes, des participants qui répondent à ces questions. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est votre analyse vous-même au sein de vos études et de votre travail sur le terrain, votre ressenti par rapport à ces questions. Et donc, comment est-ce que vous les avez développées, ces questions? Quel a été votre processus pour savoir sur quoi mettre le mot, si on veut? Les questions, l'idée m'est venue parce que je me rendais compte que je donnais souvent des ateliers, des formations à des publics qui étaient différents. Donc, il y avait des besoins différents puis des niveaux de connaissances qui étaient différents. Puis là, je me suis dit, au lieu de spéculer sur le niveau de connaissances puis de me lancer un petit peu dans le vide, je vais à chaque fois commencer en laissant mon public me dire en fait où est-ce qu'il se trouve, puis c'est quoi les opinions avec lesquelles ils partent, c'est quoi le niveau de connaissances qu'ils ont. Puis ensuite, comme ça, je m'adapte parce que je trouve que souvent, c'est beaucoup plus fun quand on s'adapte au niveau de connaissance du public puis qu'on comprend en fait c'est quoi les a priori, les fausses croyances ou au contraire, c'est quoi les choses qui sont déjà acquises puis on voit que ça varie vraiment d'un groupe à l'autre.
Puis on part là-dessus, puis justement, ça fait en sorte que finalement, c'est mon public qui co-construit le reste de l'atelier avec moi. Puis j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, de voir à quel point les jeunes de la FJCF étaient quand même sensibilisés à plusieurs questions. Oui, oui, absolument. Et c'est entièrement vrai. Dans le contexte de la discussion, il y a la place justement d'être surpris. Et je me demande, à la lumière de votre formation en neuropsychologie et en psychologie du travail, est-ce que vous avez, à force de ces surprises-là, développé des conclusions qui seraient autres ou certaines conclusions que vous pourriez partager avec nous aujourd'hui? Je sais que c'est un peu Moi, une grande question, mais... oui, c'est une grosse question, mais en fait, ça m'évoque des souvenirs. Je trouve que ma formation en psychologie a beaucoup a eu un grand impact sur la manière dont je vois mon engagement qui est plus militant et citoyen. Donc oui, c'est sûr qu'il y a l'aspect plus scientifique de la chose, la manière de concevoir le monde qui est un petit peu plus scientifique. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était l'aspect affectif de la chose, parce que je pense que parfois en tant qu'universitaire, on reste beaucoup dans le domaine cognitif. On essaye de rationaliser les concepts, on essaye de faire du sens de tout, mais on oublie en fait que l'engagement militant puis l'engagement citoyen, il a une base qui est vraiment affective, parce que pour apporter du changement, c'est pas juste persuader, c'est pas juste faire des arguments logiques, c'est aussi être capable de connecter avec son interlocuteur, de former une alliance, puis de le comprendre de manière empathique. Puis je pense que parfois, en fait, avant d'avoir cette formation en psychologie, puis particulièrement avant de rencontrer un certain professeur qui a vraiment marqué mon parcours, je le voyais vraiment de manière très cartésienne, de manière très logique. Donc, voici les arguments, voici les faits, voici le evidence un petit peu. Puis, donc, il faut convaincre. Puis là, je me suis rendu compte que parfois, il y a des choses qui sont beaucoup plus irrationnelles que des arguments logiques, des choses qui viennent toucher les personnes profondément. Par exemple, le sentiment de se sentir menacé par le fait que certaines minorités veulent gagner des privilèges ou être des égales, le fait de sentir de la culpabilité parce qu'on a des privilèges, ou le fait de se sentir fragile parce que justement notre groupe se fait pointer du doigt parce qu'il est le groupe dominant, puis on considère que ce groupe-là doit laisser de la place. Donc tout ça, c'est des choses qui se passent au niveau affectif. Puis ce professeur-là qui m'a beaucoup marqué, il m'a appris que de juste planter une graine dans la tête de quelqu'un sans nécessairement lui faire changer la vie, c'est déjà un gain, parce qu'à un moment donné, cette graine-là va faire du chemin. Puis je pense que je suis devenue beaucoup plus indulgente envers moi-même, puis probablement envers mes interlocuteurs dans ma manière de militer. Mais en fait, si je vois une personne, par exemple, dans mon entourage, sur mon newsfeed sur Facebook, puis que je connais cette personne, puis je vois qu'il y a du potentiel, en fait, d'avoir une discussion productive et enrichissante pour les deux bords, je vais essayer de le faire. Puis je vais essayer d'utiliser des techniques qui vont mobiliser, en fait, les outils que j'ai acquis en termes d'empathie, en termes de questionnement socratique, puis de persuasion finalement, mais de persuasion en douceur, et pas comme on le ferait dans une compétition de débat, mais vraiment d'aller vers l'autre, puis d'essayer de comprendre sincèrement. Puis je trouve que ça part de prémices erronées, c'est au lieu de dire à la personne que ça part de prémices erronées, c'est de l'amener à elle-même comprendre où est-ce qu'il y a une faille dans le raisonnement. Effort que je trouve bien entendu louable parce que, comme vous le disiez, on sait bien que, comment dire, on peut passer des périodes de temps assez rocambolesques et éberluantes dans les sections des commentaires et que il faut s'y ménager soi-même, comme vous le disiez vous-même. Et donc, dans le but d'ouvrir, je suis heureux de rappeler que nous ne sommes pas seuls, mesdames et messieurs. Nous avons également avec nous Edmond Gagnon qui est en live du Nouveau-Brunswick, Jacqueline Sirois en direct de Saskatchewan et Logan Lute, directement d'Ontario. Bonjour, bonjour, vous nous entendez bien? Oui, on t'entend vraiment bien. Merci d'être ici avec nous. Vous êtes 3 personnes qui étaient là lors de la conférence que Ryan Zahal a donnée et je suis extrêmement heureux qu'on puisse continuer la discussion tous ensemble. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que vous aviez des commentaires suite à ce qui a été dit jusqu'à présent, si vous aviez des observations à partager, des impressions, la parole est à vous d'abord, et pour vous présenter, si vous voulez bien, et nous dire comment vous allez. On peut commencer avec Edmond. OK, parfait. Alors, moi, je m'appelle Edmond Gagnon. Ça va bien. Personnellement, moi, j'ai devenu de plus en plus intéressé à la politique pendant COVID. Alors, en voyant ce type de réunion, c'est la raison que j'ai personnellement entré dans ça. Je voulais apprendre plus
Et bien sûr, je suis dans plein de médias sociaux. Je consomme des médias politiques de tous les différents côtés. Mais j'ai apporté beaucoup de bons points à propos de la façon qu'on engage avec la politique. Alors, comme tu as dit, il y a des personnes qui vont agir honnêtement, mais il y a aussi des trolls qu'on ne peut pas engager avec. Et moi, dans ma vie, j'étais un troll. Et c'est quelque chose qui est dur à ressortir de, mais en revenant à un autre point que tu as fait, juste donner une graine d'information qui va contre tout cet établissement de connaissances, toutes les préconceptions, vraiment aide à ressortir la personne de leur façon de penser, disons. Alors, donner la graine pour qu'ils puissent ensuite aller chercher plus d'informations. Parce que normalement, ils sont des strawmans des arguments. Alors, tu vois seulement les personnes qui sont en train d'être outraged à différentes perspectives. Et après ça, il n'y a pas vraiment de bonne discussion qui arrive. Et je ramble on maintenant. Non, c'est formidable. C'est très poignant ce que vous dites, Edmond, parce que pour moi, ça souligne que la quête de sens que chacun et chacune vit et les choses auxquelles on pourra s'attacher pour donner du sens à l'existence qui nous entoure. Et parfois, justement, même si ces idées sont, comme vous dites, des strawman, des tigres de papier, ça témoigne de quelque chose, d'une certaine quête de vérité. Je suis très intéressé par ce que vous décriviez de votre processus, d'avoir pu vous sortir de cette perspective de troll, de ces actions-là. J'aimerais qu'on y revienne, mais je vous remercie pour ces commentaires. Je cède la parole maintenant à Jacqueline Sirois. Bonjour ou bonsoir, dépendant. Bonsoir. Oui, donc pour moi, c'était quand même une activité très intéressante parce que je pense que j'étais quand même dans le groupe d'âge un peu plus vieux. Puis de voir le progrès. Moi, quand j'étais jeune à l'école, on n'avait pas des questions d'intersectionnalité, de l'inclusion. C'était pas comme des questions qu'on abordait vraiment dans un contexte éducationnel. J'ai appris ces termes à mesure que ça devenait plus un débat de conversation ou comme un topic de conversation. Donc, j'ai trouvé ça cool de voir que les jeunes, juste comme Ryan a dit, comment comme informés ils étaient. Donc, ça me donne un peu plus d'espoir, puis ça me fait réfléchir à ma jeunesse, puis ce que moi j'ai besoin de déconstruire, puis ce que j'ai appris à l'école, que peut-être ils apprennent plus maintenant aujourd'hui, puis que je devrais déconstruire dans ma vie. Aussi, l'autre affaire que j'ai aimée de la conférence, c'était la question d'intersectionnalité. Moi, en tant que femme blanche en situation minoritaire francophone, c'est sûr que je vis des choses, des expériences, mais quelqu'un avec un profil différent que la mienne pourrait vivre autrement une même situation. Donc, de voir comme Ryan a dit, l'empathie et de développer ce sens-là pour pouvoir avoir des discussions constructives avec les autres, peu importe leurs opinions même. Je trouve que c'était comme quand même une bonne réflexion à avoir. Puis aussi de re-questionner des gens qui manquent à la table de discussion dans la francophonie canadienne parce moi, je sais, quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup de diversité pendant nos réunions de CA pour des organismes jeunesse et des choses de même. Et ça s'améliore, mais il y a encore du chemin à faire. Donc, de toujours re-questionner comment on peut faire mieux pour essayer d'être autant inclusif que possible. Puis, juste sur un point négatif, j'ai pas aimé qu'on n'avait pas plus de temps à cette conférence-là pour rentrer encore plus dans les détails des thèmes puis des questionnements qu'on aurait pu avoir. J'aurais vraiment voulu rentrer dans un peu plus de creux, mais le temps était limité, donc peut-être pour une prochaine fois.
C'est souvent la situation dans laquelle on se retrouve de manquer de temps. Mais évidemment, le point positif, c'est qu'on est ici justement pour le prendre, ce temps. Merci pour ces commentaires qui démontraient un savant mélange d'empathie et d'introspection. Et on pourra y revenir aussi parce que c'était très intéressant ce que vous disiez sur les enjeux qui concernent donc la communauté francophone en Saskatchewan. On reviendra à cette spécificité du territoire et des circonstances de tout un chacun. Et j'aimerais continuer avec Logan qui nous arrive en direct de l'Ontario. Bonjour Logan. Bonjour. Donc pour moi, l'atelier était souper. Et j'aimais aussi à quel point c'était intersectionnel. En tant que jeune néo-démocrate dans la politique, je suis déjà impliqué dans la politique d'inclusion depuis un certain temps et c'était formidable de voir d'autres participants reconnaître la diversité de la personne ordinaire. J'ai aussi l'impression que l'atelier a souligné la diversité que nous voyons tous les jours dans la politique populaire, comme en anglais nous dit grassroots politics, et dans les mouvements populaires à travers le pays. Et aussi comment lutter contre la résistance aux inclusions et progressisme que nous voyons de plus en plus chaque jour. Cela me touche aussi de manière réelle, étant un locuteur français langue seconde, car souvent nous sommes exclus des espaces francophones. Un bon exemple de cela est que je ne peux pas rejoindre la FIFO parce qu'en Ontario ici c'est l'organisme jeunesse francophone de la province. Je ne peux pas la rejoindre parce que je ne suis pas éligible pour aller à une école publique francophone. Dans l'ensemble, ce fut une expérience formidable et je pense que si chaque groupe de jeunes avait le même type d'expérience que nous avons eu à travers ces ateliers, nous vivrions probablement dans un Canada plus accueillant et surtout dans un espace francophone plus acceptant ici en Ontario. Idéalement, effectivement, cette conférence se voudra un pas dans la bonne direction, tant dans ce qui sera discuté que les actions qui seront préconisées. Mais j'ai quand même l'impression que même si on est dans une classe et que la majorité des étudiants sont d'accord sur justement ces politiques de l'inclusion et politiques dans le sens de la vie telle qu'elle est vécue tous les jours, il en reste que dès qu'on est dans les réseaux sociaux, il ne faut pas aller très loin dans les sections des commentaires pour tomber sur des choses dites que finalement on peut retrouver dans la bouche de plein de gens dans notre entourage. Je suis pas mal certain que je ne suis pas la seule personne qui a vécu cette expérience-là à la lumière de ce qui avait été dit jusqu'à présent. Et justement, je voulais vraiment ouvrir la parole en ce sens à vos expériences spécifiques et aux manières qu'on pourrait discuter ensemble pour y faire face avec l'apport justement de Ryan, qui est calé en la matière comme on le sait. Avez-vous donc des enjeux qui seraient particuliers à vos circonstances que vous aimeriez discuter avec Ryan présentement? Mais pour ma part en Saskatchewan, j'ai remarqué certainement dans les dernières années, puis je le comprends de plus en plus pourquoi il y a cette division-là, puis pas pour mettre une étiquette de personnes arriérées en Saskatchewan. Je sais souvent on associe ça, l'Ouest canadien, à des idéologies très conservatrices, mais c'est pas tout le monde. Puis je vois que dans la communauté, il y a surtout une division générationnelle. Puis c'est difficile à aller chercher une façon d'aborder ces questions-là, surtout que dans le temps, quand mes parents étaient à l'école, mais ils n'ont pas été dans une école francophone parce que ça n'existait même pas, c'est le début. Mais il y avait vraiment une classe, hétéro-normativité poussée, c'est des blancs, tout ça. Puis c'est comme ça que la démographie dans la classe était très pareille. Puis depuis que moi je suis jeune, avec l'immigration francophone en Saskatchewan, on a vu une hausse de la démographie dans nos salles de classe. Donc, pour moi, je comprends ces enjeux-là, puis pour moi, l'inclusion est importante et ça pose pas un problème pour comme ma vie. Honnêtement, je trouve que c'est comme bon d'apprendre des autres puis de faire ces échanges-là, mais on voit que peut-être des adultes qui n'ont pas passé à travers de falloir joindre un peu comme la culture ou partager la culture avec les autres, c'est plus difficile d'être ouvert d'esprit et de déconstruire ses préjugés. Donc,
C'est ça comme le problème majeur, je pense, qu'on voit comme quand on va en Saskatchewan, mais je suis certaine que c'est pas comme la seule province qui a ces problèmes-là. Donc. Je vous cède la parole, Ryan, justement, en reformulant, si on veut, justement, comment reconduire les sensibilités décrites dans la conférence dans un milieu, par exemple, où règne une grande homogénéité. Je pense que c'est une grande question, puis j'ai pas de recette magique. Je pense qu'il y a beaucoup de changements qui se font au niveau individuel, donc des changements plus micro dans son entourage, mais il y a aussi beaucoup de changements qui se font au niveau institutionnel. Donc, il faut que ça passe par des politiques, il faut que ça passe par des consultations, en fait, des personnes concernées, qu'on n'ait pas juste une approche qui est top-down, où est-ce que c'est des décideurs et décideuses qui décident qu'est-ce qui est bon pour mieux inclure les personnes concernées, mais qu'on aille vraiment en mode bottom-up, puis demander en fait c'est quoi qui peut être fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire de leur mieux, puis moi, ça m'a beaucoup touchée quand Jacqueline a dit qu'elle ne voulait pas stéréotyper en fait sa province, parce que moi, ça me touche beaucoup au Québec en tant que province, en tant que minorité, en tant que seule province majoritairement francophone du Canada. Je pense que souvent, on a peur aussi de tomber dans le Québec bashing, mais on a envie aussi de parler de nos problématiques. Puis je pense qu'il y a quand même une croyance que le rest of Canada est plus inclusif que le Québec, notamment à cause de certaines lois qui sont considérées discriminatoires qu'on a ici au Québec par rapport aux femmes voilées, par exemple. Donc, je pense que c'est très difficile. C'est des choses qu'on doit toujours discuter avec nuance, justement pour ne pas... Parce que c'est comme si on est une minorité dans une minorité, donc on ne peut pas trop call out parce qu'on sait qu'il y a d'autres formes d'oppression aussi que le Québec et les Québécois, même blancs, francophones, peuvent vivre en tant que minorité francophone dans un pays majoritairement anglophone. Donc, c'est vraiment difficile. Ça m'a beaucoup touché le fait que Jacqueline ait le souci de ne pas stéréotyper sa province. Mais pour revenir au cœur de la question, je pense qu'il y a des changements qui se font au niveau individuel. Il y a des choses qu'on doit aller revendiquer. Puis je pense qu'une des choses importantes, puis c'était un petit peu ça le message de la conférence puis de l'atelier, c'était de comment on fait pour aller chercher des alliés, puis comment nous, en tant que personnes issues d'un groupe dominant, on fait pour aspirer à devenir des alliés. Parce que le titre d'allié, selon moi, c'est pas quelque chose qu'on s'auto-proclame, parce que quand on se proclame allié ou qu'on se met en fait à s'informer, à lire plein de livres et tout, c'est très facile en fait de s'enorgueillir de son savoir, de ses connaissances, puis de penser finalement qu'on sait mieux que les personnes concernées, puis que finalement on perd cette posture d'humilité. Donc, je pense que pour naviguer dans ces questions-là, une des choses les plus importantes, c'est de garder la posture d'humilité, d'essayer toujours d'agir en tant qu'allié, bien sûr, dans les limites de notre énergie puis de nos connaissances aussi, mais d'essayer de secouer en fait le statu quo, de se dire si je suis dans une organisation puis il y a un changement qui peut se faire au niveau structurel, au niveau institutionnel, c'est quoi mon pouvoir à moi? C'est quoi mon pouvoir d'influence? Comment est-ce que je suis capable de sensibiliser à côté de moi? Je pense qu'à la fin, ça va juste faire un effet domino. Puis on le voit déjà, il y a plein de choses qui donnent espoir. Absolument, et c'est sûr que on avance toujours le plus loin quand on avance ensemble. Merci pour ces commentaires. Edmond Gagnon, est-ce que vous aviez des commentaires issus de votre propre expérience où vous êtes au Nouveau-Brunswick? Actuellement, j'ai vraiment pas vécu au Nouveau-Brunswick très longtemps. Alors moi, j'ai vécu pas mal partout au Canada. Alors, j'étais né au Québec. J'ai déménagé en Alberta. C'est où que j'ai vécu la majorité de ma vie. Et pendant COVID, j'ai déménagé ici au Nouveau-Brunswick. Alors, wow! c'est fun. Voilà un esprit voyageur et aventureux. Très bien, très bien. Yeah! Mais en Alberta, j'étais vraiment pas trop engagé dans la politique, sauf d'un niveau reactionary. Alors, de dire que j'étais pas vraiment en train d'engager dans la politique, mais j'étais en train de réagir à toutes les autres choses et je suis en train de... Je pense que ce serait mieux de dire avec un exemple. Alors, comme transphobia. Alors, le type de choses que je ferais serait comme, OK, je apporterai des arguments chaque jour à l'école parce que c'est le type de personne que je suis. Et après avoir entendu des arguments très rationnels, je suis comme, yeah, that was good. Mais on a besoin de
garder le débat live. Mais c'est pas vraiment des choses que tu peux débattre. Tu peux pas débattre la validité de quelqu'un. C'est comme un débat qui est innately pas juste des deux côtés. Alors, d'un côté, la personne qui est en train de débattre, il n'y a rien à perdre. Il y a seulement des choses à gagner. L'autre personne a tout à perdre. Il y a leur droit à perdre. Alors, de cette façon, c'est pas vraiment des débats qui sont appropriés à avoir. Je comprends. Et ce qui est fascinant dans ce que vous dites, c'est que vous répondez finalement à ma question parce que vous êtes en train, en quelque sorte, de répondre à la personne que vous étiez, si on veut. Et en verbalisant ces arguments-là, vous mettez en lumière ceux justement qui seraient à entendre pour les autres personnes qui seraient aux prises finalement avec ce même genre de raccourci intellectuel, de sophisme. Ryan, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter à ça? Oui, moi en fait, je trouve ça quand même louable de ta part de nous parler des réactions que tu pouvais avoir par le passé. Puis je pense que beaucoup plus de personnes devraient parler de ces expériences-là, devraient parler des moments où est-ce que on s'est trompé, puis où est-ce qu'on a fait des faux pas, puis où est-ce qu'on s'est fait call out, où est-ce qu'on a été problématique. Parce que c'est pas vrai que quelqu'un a la science infuse puis qu'on est vertueux. Je pense qu'on apprend tous. Moi personnellement, je suis une femme racisée, mais je suis aussi une femme hétérosexuelle dans une relation hétérosexuelle. Je ne suis ni noire ni autochtone, donc il faut que je prenne en compte aussi mes privilèges. Puis c'est sûr que j'ai déjà eu des opinions à déconstruire. Je me suis déjà fait call out. Je me suis déjà. Il y a des personnes qui ont jugé que j'étais worthy de leur temps pour m'apprendre des choses. Puis je leur en suis reconnaissante jusqu'à aujourd'hui. Puis je pense que c'est très important d'avoir cette discussion-là. Parce que parfois, en fait, quand on parle de racisme ou de transphobie, souvent, les personnes vont réagir. C'est comme si c'était une identité qu'on ne veut pas avoir. Donc, moi, je ne suis pas raciste. Bien sûr, personne ne veut s'identifier comme un raciste, mais parfois, on peut ne pas être raciste, mais avoir des comportements racistes, avoir des biais qui perpétuent finalement le racisme dans nos institutions, dans nos organisations et dans nos relations interpersonnelles. Donc, je pense que c'est vraiment important de ne pas diaboliser le fait d'avoir des opinions problématiques pour qu'on puisse justement les adresser, d'enlever un peu que finalement, ce soit pas comme un sentiment de honte qui règne, même si on peut pas vraiment être fier d'avoir eu des opinions problématiques par le passé, mais on peut être fier d'avoir outrepassé ça, d'avoir compris, puis d'avoir en fait déconstruit toutes ces prémices qui sont fausses finalement, puis qui partent d'un désir de contrôler l'agentivité des humains, puis d'un désir aussi de garder certains groupes de personnes, de les garder opprimés au profit de d'autres groupes qui sont plus dominants. Donc, je pense que Oui. c'est vraiment important qu'on ait cette discussion-là. Absolument. Puis, comment dire, cette notion de rabaisser certains pour faire monter d'autres a été tellement mise en œuvre de façon historique par des décrets politiques qu'effectivement, il faut se pardonner d'avoir été influencé par de telles forces car elles en étaient. C'était pas tombé du ciel non plus, justement, ces fausses, ces strawman dont on parlait, si on veut. Et Logan, à vous la parole. Oui, donc je me demande simplement comment réagirait aux genres d'attaques contre la pensée de l'inclusion et du progressisme qui se produisent ici en Ontario et dans des cercles plus conservateurs dans cette province et à la réémergence des points de vue désuètes qui réapparaissent avec le genre de Trumpisme et du chauvinisme qui sont loués par beaucoup trop de gens aux États-Unis, mais aussi au Canada. Comment rejeter également l'idée de l'exceptionnalité canadienne? Euh, Quand nous disent, comme nous disent en anglais, oh, it's okay, that's an American thing. Ma question pour la communauté francophone et vraiment le Canada dans son ensemble est de savoir comment lutter contre ce genre de ferveur néo-monoculturelle et la réémergence du rejet du féminisme, de l'inclusion du LGBT, d'extrême droite. Nous savons que lorsque ces sentiments chauvins et réactionnaires réapparaissent au Canada anglophone, ils viennent pour les femmes, pour les personnes LGBTQ et pour les francophones. Comment pouvons-nous maintenir l'inclusion pour que ces sentiments commencent à s'estomper? Impressionnant. Je pense qu'il
il y a vraiment beaucoup d'éléments dans cette question-là. Un qui a attiré mon attention, c'est ce mythe de l'exceptionnalisme canadien. Donc, je pense que souvent, que ce soit au Canada anglophone ou même chez nous au Québec, on nous dit en fait que c'est quand on parle de lutte anti-oppressive, que ce sont des concepts qui sont importés des États-Unis. Puis parfois, en fait, on nous reproche même que le langage de la lutte anti-oppressive, parfois, il est anglophone. Quand on va à des manifestations Black Lives Matter, souvent, on va avoir des pancartes en anglais. Puis ça ne plaît pas trop à certaines personnalités plus conservatrices au Québec. Euh, Puis, en fait, quand on parle d'exceptionnalisme canadien, moi, je pense juste à l'histoire de la GRC. Pourquoi la GRC a été créée? En fait, c'était pour opprimer des personnes autochtones. Je pense aussi au fait que peu de gens savent qu'il y a eu des esclaves au Canada et même à Montréal, où est-ce que je me trouve. Donc, récemment, j'ai vu un reportage sur Urbania où est-ce qu'il y avait un jeune haïtien, en fait, qui faisait des tours de Montréal pour montrer aux gens c'est quoi l'histoire des Noirs à Montréal. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. On pense que la lutte antiraciste, c'est juste aux États-Unis. De parler d'avortement, c'est juste aux États-Unis. Non, en fait, c'est comme si, quand on fait partie d'un groupe minoritaire, nos droits sont jamais acquis. On dirait qu'il suffit, un peu comme Simone de Beauvoir l'a dit, là, il suffit d'une petite crise, puis ces droits-là, ils vont être toujours ébranlés. On va les revoir être débattus dans les médias. Je peux penser au fait que ça avait semé la controverse quand un des chefs de parti politique pouvait pas être en mesure de promettre que s'il est élu, on réouvrira pas le débat sur l'avortement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de sensationnalisme au niveau des médias, mais quand même, je pense qu'en tant que femme, on se sent menacée. Donc, je pense il y a tellement d'éléments dans cette question-là. Je pense que une des façons de réagir à ça, c'est de vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que ces personnes veulent chercher. Tu sais, tantôt, il y avait un de vous qui avait nommé qu'il connectait un petit peu plus avec les communautés trolls. Puis je pense par exemple aux communautés sur Reddit comme les Red Pills, les incels et tout. Je pense qu'il y a quand même un certain profil psychologique qu'on peut, qu'on peut voir chez ces personnes-là. Je pense qu'il y a quand même moyen euh, d'aller voir en fait c'est quoi les sentiments derrière toute cette haine, c'est quoi ce désir d'être vindicatif, puis de quasiment d'avoir des propos, puis de quasiment en fait avoir des souhaits d'être violent avec certains groupes de personnes comme des femmes, comme des personnes trans. Donc c'est vraiment d'essayer de comprendre d'où ça vient. Bien sûr, si on en a l'énergie, puis c'est pour ça que je mets l'emphase en fait sur l'importance des alliés. C'est parce que parfois, en fait, les personnes issues de minorités ont plus l'énergie. Déjà qu'elles subissent des micro-agressions, qu'elles subissent des stress constants parce que justement, on leur refuse des opportunités. Parfois, elles peuvent vivre dans la précarité parce que historiquement, en fait, en anglais, on va parler du wealth gap. Donc, il y a même un fossé en fait de richesse entre les personnes blanches et les personnes noires, par exemple, parce que historiquement, les banques, le real estate, donc pour acheter une maison, pour louer une maison, ça a toujours été exclusif puis discriminant envers ces personnes-là. Donc, c'est des siècles d'oppression qui font en sorte qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas à la même place, que ce soit au niveau économique ou au niveau d'accès aux opportunités. Puis, en fait, il y a tout ce fardeau-là à porter. Il y a les micro-agressions, les discriminations de tous les jours. Puis, en plus de ça, on nous fait porter le fardeau de devoir éduquer. Donc, je pense que c'est important, sans non plus prendre le leadership des luttes ou d'effacer les personnes concernées, mais d'essayer en fait d'aider en tant qu'allié, puis de demander en fait comment est-ce que je peux aider, comment est-ce que je peux aider à éduquer mon entourage si je suis une personne blanche, comment est-ce que je fais pour éduquer ma famille blanche, si je suis une personne hétérosexuelle, comment je fais, j'éduque mes amis hétérosexuels cisgenres, comment j'éduque mes amis qui sont convaincus en fait par le fait qu'il y a une norme hétéro, comment je fais pour les empêcher de dire des commentaires homophobes, pour les sensibiliser à la transphobie, etc. Absolument, et ça rejoint entièrement un aspect de votre travail que vous décriviez plus tôt, qui était de permettre à des étudiants en sciences d'avoir accès à des bourses. Il y a cette notion d'accès aux privilèges intellectuels, si on veut, de l'accès à la formation. Pour reprendre un de ces slogans des Black Panthers, qui était « Each one, teach one ». Je pense que cette notion de répandre ces idées-là, de les répandre entre nous, permettent justement de se
serrer les coudes, de ne pas remettre le travail tout le temps sur les mêmes personnes qui sont historiquement prises dans les rouages de ces politiques séparatrices, discriminatoires, qui deviennent ensuite justement des pseudo-raisonnements discriminatoires. Eh bien, je tiens à dire, et c'est un sentiment auquel on fait écho plusieurs des commentaires jusqu'à maintenant, que ça fait chaud au cœur d'avoir cette discussion avec vous, cette discussion que je trouve importante non seulement à avoir ensemble et à l'entendre, mais à la porter avec nous dans nos agissements de tous les jours, comme vous l'avez si bien décrit. Donc, j'aimerais vous remercier, Edmond, Jacqueline, Logan, et vous remercier particulièrement notre invité Ryan Zahal pour la conférence que vous avez offerte, mais pour votre participation aujourd'hui. Je suis très honoré et reconnaissant d'avoir pu vous entendre tout un chacun ici aujourd'hui. Et j'espère que ces idées-là, on pourra les mettre dans un petit coin de notre poche et les partager autant qu'on peut avec nos familles, nos amis, et quand on a la force, avec les gens qui nous trollent dans les sections des commentaires. Merci beaucoup, Mehdi. Ça a été super agréable. Puis merci aux jeunes aussi, Edmond, Jacqueline, Logan. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Yeah. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment fun. C'était formidable. Merci beaucoup. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Edmond, Jacqueline, Logan, prenez soin de vous et à bientôt. Merci à la FJCF. Merci à Magnéto de nous accueillir. Ryan Zahal, prenez soin et à bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bye. Au revoir. Le balado du Forum Jeunesse Pan-Canadien est une production de la Fédération de la Jeunesse Canadienne-Française, réalisée par Magnéto. Et bien sûr, n'hésite pas à écouter d'autres épisodes de la série disponibles via ton application balado préférée.